Si on veut améliorer nos vies, on nous dit généralement qu'il faut voir grand, faire des changements radicaux ou peut-être même changer de pays. Mais serait-il possible de faire des transformations remarquables juste en faisant de petites modifications à notre vie quotidienne? Nous avons tendance à surestimer le pouvoir des actions uniques et on sous-estime le pouvoir de faire de petites améliorations continues sur le long terme. Le vrai changement vient de l'accumulation de centaines de bonnes décisions ou habitudes qui sur une longue période s'additionnent pour donner des résultats remarquables qui changent nos modes de vie, nos comportements ainsi que nos identités. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne dans le premier épisode du Club de lecture. Une nouvelle série où je résume un peu les idées clés ainsi que les leçons de certains de mes livres favoris. Et aujourd'hui nous allons parler du livre Atomic Habit de James Clear qui parle de comment construire de bonnes habitudes et supprimer les mauvaises. À travers des exemples tirés des sports, des affaires et de l'éducation, avec des preuves issues de la psychologie et de la neuroscience, le livre explique la science et les implications pratiques de comment les petites habitudes et les changements minuscules peuvent se transformer en des résultats qui changeront le cours de nos vies et nous aider à mener des vies plus saines, plus heureuses et plus productives. Il y a en principe 4 idées clés de ce livre qu'on va détailler à tour de rôle. Premièrement, nous allons parler du pouvoir du 1%. Deuxièmement, pourquoi nous devrions laisser tomber les buts et focaliser sur les systèmes. Troisièmement, pourquoi il faut penser identité et non résultat. Et quatrièmement, on verra ce que James Clear appelle les 4 lois fondamentales du changement de comportement. Pourquoi le 1% est important? C'est grâce à l'effet d'accumulation. L'accumulation peut avoir un impact immense, positif ou négatif, si on lui laisse le temps de se développer sur la durée. Si on s'améliore chaque jour de 1% durant une année, alors on devient 37 fois mieux que ce qu'on était. Mais si on chute de 1% chaque jour sur un an, alors on se retrouve à presque zéro. Les habitudes ne semblent pas avoir un grand impact sur le court terme, mais leur impact sur plusieurs mois et plusieurs années peut être absolument énorme. On ne pense pas beaucoup aux petits changements dans nos vies, car ça nous prend très longtemps pour voir les résultats. Et je pense que la majorité des personnes ont un problème avec ça. On s'est habitué dans les sociétés modernes à la gratification instantanée. On aime les choses qui nous récompensent sur le moment. Et ça devient vraiment dur de se concentrer sur les choses qui nous récompensent sur le long terme. De la même manière, la lenteur du changement fait qu'il est très facile de laisser les mauvaises habitudes s'installer, comme manger malsain ou ne pas faire d'exercice. Et quand on refait ces 1% d'erreurs jour après jour, elles s'accumuleront pour former des problèmes plus larges et plus difficiles à résoudre. Comme le dit James Clear dans son livre, le temps amplifie l'écart entre le succès et l'échec. Il va multiplier ce que tu lui donnes à manger. Les bonnes habitudes font du temps ton allié, tandis que les mauvaises habitudes font du temps ton ennemi. L'un des autres points de James est ce qu'il appelle le plateau ou la zone du potentiel caché. Les habitudes ne semblent pas faire de différence jusqu'à ce qu'on dépasse une certaine limite. Nous nous attendons à ce que le progrès soit linéaire. Mais l'idée principale derrière tout progrès, c'est que les résultats sont retardés. Alors on ressent une déception au début, car les résultats ne suivent pas de trajectoire linéaire comme on s'attend. Et donc on laisse tomber, car tout simplement, nous ne voyons pas la contrepartie des efforts qu'on investit. Mais comme vous pouvez le voir de ce graphe, cela prend du temps pour former une habitude et arriver au point où nos améliorations continues portent leurs fruits. Le deuxième point est de laisser tomber les objectifs et de se concentrer sur les systèmes. James Clear identifie 4 problèmes avec le fait de se définir des objectifs. Le premier, c'est que les gagnants et les perdants ont les mêmes objectifs. Chaque personne dans la course veut la médaille d'or, tous les candidats veulent le job, et donc ça ne peut pas être l'objectif qui différencie les gens. Le deuxième, c'est qu'atteindre un objectif n'est qu'un changement momentané. Bien sûr que je pourrais rassembler de l'énergie pour m'activer et nettoyer ma chambre. Mais si je continue sur mes anciennes habitudes qui ont causé le désordre en premier lieu, alors je vais rapidement me retrouver avec une chambre désordonnée en seulement quelques jours. De la même manière, quand on atteint un objectif, nous ne changeons notre vie que pour un moment. Nous obtenons des résultats temporaires. Au lieu, ce que nous devons vraiment changer sont les systèmes qui provoquent ces résultats en premier lieu. Troisièmement, James débat que les objectifs nous empêchent d'être heureux. Car il y a toujours une idée implicite derrière chaque objectif, que le moment où j'atteindrai un certain objectif, alors je serai heureux. Et à la fin, on reporte toujours notre bonheur jusqu'à la prochaine étape de notre vie. Le quatrième, c'est que les objectifs sont en contradiction avec le progrès à long terme. Et il y a une jolie citation dans le livre. Le but d'avoir des objectifs est de gagner le jeu. Le but, de créer des systèmes et de continuer à jouer. Et avant, j'avais beaucoup d'objectifs par rapport à ma chaîne. Je veux faire ceci et atteindre ce niveau-là.
Mais maintenant ça n'a plus vraiment de sens pour moi, car la majorité de mes objectifs étaient en dehors de mon contrôle. Ce que je peux faire personnellement, c'est de me concentrer sur les systèmes qui vont me permettre de continuer à produire des vidéos, de m'améliorer et bien sûr de prendre du plaisir dans ce que je fais. Et en faisant cela, tu vas arriver au résultat que tu espères sans avoir à t'obséder par ton objectif. Comme le dit Bill Walsh, qui est un coach de football américain, le score s'arrange tout seul. Maintenant qu'on a vu que les systèmes sont très importants, nous allons passer au troisième point, qui est en rapport avec le changement d'identité. Il y a une citation dans le livre qui dit « Le changement d'identité est la clé du succès pour le changement d'habitude ». On a les objectifs à l'extérieur qui sont concentrés sur le changement de résultat. Ensuite, il y a les systèmes quotidiens que nous mettons en place. Et enfin, notre identité, qui est liée à nos croyances. La plupart de nous procèdent de l'extérieur vers l'intérieur, des objectifs vers l'identité. Ça veut dire qu'en changeant nos objectifs, nous espérons changer notre identité. Mais idéalement, ça serait l'inverse, où le changement commence de ton identité pour impacter tes objectifs. Comme le dit James, la forme ultime de motivation intrinsèque est lorsqu'une habitude devient une partie de notre identité. Quand on résout des problèmes d'un point de vue d'objectif et de résultat, on ne fait que les résoudre momentanément. Mais pour résoudre les problèmes sur le long terme et au niveau des systèmes, nous devons changer notre identité. Cette idée a résonné avec moi quand j'ai lu le livre, car c'est généralement les choses qui font partie de qui on est qu'on continue à faire sur de longues périodes. Alors l'idée ici, c'est pourquoi ne pas commencer par là. C'est pareil pour un ex-fumeur qui va refuser une cigarette car il veut arrêter, contre un autre qui va refuser une cigarette car il ne se considère plus comme un fumeur, et donc le fait de fumer ne fait plus partie de son identité. Et enfin, le dernier point de cette vidéo, et à ce moment vous pourriez dire ok, je suis convaincu de l'idée que c'est à propos de petites améliorations sur le long terme, et que c'est à propos de systèmes au lieu d'objectifs. Mais alors comment peut-on concrètement créer ou supprimer des habitudes? Et pour répondre, on doit d'abord comprendre comment se déclenche une habitude. Et c'est un processus très simple qui comporte 4 éléments. Premièrement, le signal qui indique au cerveau qu'il a besoin de faire quelque chose. Deuxièmement, l'envie, et c'est la force motivatrice pour faire l'effort. Troisièmement, la réponse, et c'est l'action que nous faisons. Et quatrièmement, il y a la récompense, qui est ce sentiment de plaisir quand on atteint notre objectif. Par exemple, vous voyez quelqu'un en train de manger une glace. Ça, c'est le signal. Ensuite, il y a l'envie qui vous motive à penser à comment vous allez vous procurer une glace. Ensuite, la réponse, c'est quand vous passez à l'action et sortez l'acheter. Enfin, il y a la récompense, qui est ce sentiment de plaisir que vous ressentez en mangeant. Et cela nous ramène aux 4 lois de changement de comportement. La première loi, c'est de le rendre visible, et elle concerne l'aménagement de notre environnement, en prenant en considération les signaux qu'on veut voir plus souvent et ceux qu'on veut cacher. Si par exemple tu oublies de prendre un médicament ou un traitement, tu peux alors le placer dans un endroit où tu peux le voir tout le temps. Si tu veux manger plus de fruits, tu peux acheter un petit panier ou un bol, le remplir de fruits et le laisser toujours sur la table visible. Et d'un autre côté, si tu veux arrêter les mauvaises habitudes que tu penses avoir, tu peux commencer par faire attention à tous les signaux qui te donnent envie de les faire en premier lieu et de les masquer dans ton environnement. La deuxième loi est de le rendre attractif. Et ce point concerne le deuxième aspect qu'on a vu sur l'envie. En tant qu'humain, nous sommes motivés par la récompense qui vient après. Alors en rendant les habitudes plus attractives, nous avons plus de chances de les exécuter. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par exemple, on aime écouter de la musique en faisant du sport, car ça rend l'exercice un peu plus attractif. Ou bien de se faire plaisir le soir, après avoir passé une journée très productive. La troisième loi est de rendre l'habitude facile. Et l'idée clé ici, c'est d'enlever le maximum de friction des bonnes habitudes qu'on souhaite faire. Le fait d'avoir ma guitare juste à côté de moi fait que si jamais j'ai un peu de temps libre, alors je vais la prendre sans trop d'efforts et commencer à jouer. Et ça me permet ainsi de jouer beaucoup plus souvent que si je devais la sortir d'un placard ou de la housse, etc. Et la quatrième loi est de la rendre immédiatement satisfaisante. Nos cerveaux priorisent toujours la récompense de ce moment présent à une récompense d'après. Après avoir lu le livre, j'ai commencé à penser que je devrais rendre le fait de cuisiner plus satisfaisant pour moi. Et par exemple, même si j'ai une journée chargée de travail et que je décide de cuisiner, alors je vais me donner 1 heure ou plus pour manger et regarder la télé. Et ceci rend l'expérience de cuisiner beaucoup plus attractive pour moi. Alors en combinant ces lois, nous avons ce schéma du livre. Et on veut s'assurer que nos bonnes habitudes sont dans la partie gauche du schéma, où ils seront visibles, attractifs, faciles et satisfaisants. Et nos mauvaises habitudes
dans la partie droite où ils seront invisibles, répulsifs, difficiles et insatisfaisants. On s'arrête rarement sur nos habitudes pour penser sur le long terme ce que ça va donner, comme commencer un régime ou faire du sport. Le pouvoir de ce livre est dans le fait qu'il accentue le rôle des systèmes au lieu des objectifs, de l'identité au lieu des résultats, et des petites améliorations continues au lieu de changements radicaux. Il n'y a pas de réponse sur combien de temps il faut pour former une habitude, car elles ne sont pas une ligne d'arrivée, mais plutôt un mode de vie. Ce dont il faut se rappeler, c'est que les petites habitudes s'accumulent, et même si un changement peut vous paraître minuscule, mais plusieurs de ces changements sur le long terme peut être la clé d'une amélioration remarquable. Merci d'avoir regardé, et à la semaine prochaine.